Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, peut-être me mettre le pouce en l'air, en haut, à gauche de votre écran, il y a une main. On peut mettre le pouce en l'air pour dire je suis d'accord. Ou oui, vous pouvez m'écrire un message également. Super. Alors, je vois Rémi et Jean-Yves, est-ce que tout va bien pour vous? Parfait. Bon, alors, il est 9 heures, on va commencer et puis on va accueillir, là, il y a certaines personnes qui vont arriver ce matin. Je suis Edith Jolicoeur, c'est moi qui vais vous donner la formation ce matin sur l'encadrement et les apprenants en formation à distance. Je suis conseillère en pédagogie et technopédagogie à l'Université du Québec à Rimouski. Aujourd'hui, la formation va prendre une forme davantage magistrale, je dirais. Nous n'avons pas d'activité là pour ceux qui ont vécu d'autres formations que j'ai données plus tôt cet automne, où il y avait vraiment divers ateliers. Ce matin, c'est davantage moi qui amène là, certains concepts, je dirais. Je veux toutefois quand même vous dire quelques éléments. Je vous ai fait, dans le fond, mettre le pouce en l'air. Ici, là, je vous le remontre. Donc, c'est la petite main ici que vous venez sélectionner. Si jamais vous voulez prendre la parole, je vous invite à venir ici activer votre caméra ainsi que votre micro pour que nous puissions tous vous entendre. Et enfin, si vous regardez dans le bas de votre écran à votre gauche, il y a différents outils qui sont là. Donc, si jamais, advenant le fait où vous auriez à écrire quelque chose, vous pourriez également le faire à l'aide de ces outils. D'ailleurs, je vais tout de suite venir ici poursuivre. Je tiens par contre à vous dire que la rencontre est enregistrée pour des fins de qualité. Là, je vais la réécouter par la suite pour pouvoir évaluer certains éléments puis m'ajuster car cette formation-là va se donner également après Noël. Alors, aujourd'hui, on a 3 aspects dont on va discuter. Donc, la définition de l'encadrement en formation à distance, les défis de l'encadrement de la formation à distance, ainsi que quelques bonnes pratiques de cet encadrement. Je dirais que la formation va particulièrement porter sur ces bonnes pratiques qu'on peut utiliser. Mais tout d'abord, pour avoir une idée là, d'où vous êtes situé, je vous inviterais à venir prendre dans le bas soit une flèche, un crochet, un X, et à venir m'indiquer à quel endroit vous êtes dans Fadio. Bonjour Luc, alors je viens de dire aux gens de venir m'indiquer de quel endroit ils provenaient. Comme vous le savez, cette formation est offerte par FADIO, qui est un regroupement interordre de commissions scolaires, cégep, instituts, conservatoires et de l'UQAR qui sont situés dans l'Est du Québec. Alors, on voit qu'on a des personnes issues de milieux variés, 2 personnes de l'Institut de technologie agroalimentaire, une personne de la Gaspésie, Île-de-Madeleine, commission scolaire René Lévesque, Monts et Marais, commission scolaire des Forts, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Alors, de l'UQAR également, bonjour. J'ai ici Luc qui m'indique qu'il vient de l'IMQ et Rémi qui vient du centre de formation professionnelle L'Envol de Carleton. Alors, parfait, j'ai aussi quelqu'un de l'Institut maritime. Donc, on voit qu'on est vraiment situé sur tout le territoire de Fadio. C'est parfait, c'est ce qu'on veut.
Alors, qu'est-ce que c'est que l'encadrement à distance? L'encadrement à distance, tout d'abord, on va voir qu'il varie selon certains éléments, selon le mode de cheminement. Alors, est-ce que les gens vont cheminer en individuel ou en groupe? Selon cette variable-là, on va avoir un encadrement qui va être différent. En effet, quand on a un cheminement qui est individuel, c'est peut-être beaucoup plus simple de venir discuter avec la personne, prendre rendez-vous, s'assurer que tout va bien, la suivre, avoir cette seule et unique personne en tête, si on veut, que si on vient faire un encadrement à un groupe, encore plus quand on est dans un encadrement avec un grand groupe. Il y a le mode de dispensation également qui va venir jouer. Est-ce que, par exemple, on est en mode synchrone sur un même site, comme si j'ai, par exemple, ici dans le programme cours de deuxième cycle en éthique, on a des cours qui se donnent en mode synchrone sur 2 sites, dans une classe à Rimouski et une autre classe à Lévis. Ça va peut-être être différent que ce matin, si on était dans un contexte de formation à distance là, sur un 15 semaines, où j'ai tout mon monde, comme on le voit ce matin, qui est dans son local, ou encore une fois, si on est en mode asynchrone, donc comme ici à l'UQAR, au baccalauréat en enseignement professionnel, tout le baccalauréat se donne en mode asynchrone, sauf les stages. Là. Mais donc, l'encadrement va être différent que si j'avais mes étudiants en mode synchrone. Donc, quand le cours se donne, ils sont avec moi au même moment. Donc, ça va être différent si c'est en asynchrone. En asynchrone, je vais préparer mes cours et les étudiants vont venir à un moment qui leur convient. L'encadrement va également différer selon l'ordre d'enseignement. Donc, si nos jeunes sont au primaire, au secondaire, au cégep, au collégial, ce n'est pas écrit, mais effectivement, ou encore au niveau universitaire, l'encadrement va différer. Par exemple, je vous donne tout de suite là, des exemples d'encadrement pour un même cours. Il va y avoir différents moments de cet encadrement-là, comme avant, il va falloir que la personne qui encadre prépare la plateforme, elle prépare son matériel. Ici, elle initie un premier contact avec les apprenants. C'est un peu comme on a fait aujourd'hui. Là, Madame France Leblanc vous a envoyé un courriel. J'ai eu quelqu'un qui m'est revenu assez rapidement pour dire il y a un problème, je n'arrive pas à entrer dans la formation. Donc, ce premier contact-là a permis justement de régler certains détails. Le PowerPoint, je l'ai préparé d'avance. Même chose pour VIA, il a fallu que j'installe certains éléments. Au moment de faire la formation aussi, il va y avoir cet encadrement-là va venir jouer un rôle. Donc, il va falloir maintenir un contact, être disponible, gérer, animer les apprenants et les soutenir tout au long de la formation pour s'assurer qu'ils ne quittent pas et qu'ils n'abandonnent pas. Et après, donc, on va devoir venir faire ici des rétroactions pour s'assurer que les apprenants ont compris ce qu'il y avait, la matière qui était à l'étude. On va venir pour qu'ils puissent en fait réguler leurs apprentissages au besoin et venir idéalement boucler la boucle avec ces derniers. Donc, qu'est-ce qu'on entend par encadrement à distance? C'est la définition de loisier qui a été retenue et je dois dire également que plusieurs informations proviennent du mémoire de Loisier qui a fait pour la CEFAD. Alors, cette définition, c'est que c'est un ensemble de pratiques orientées vers les apprenants afin de les aider à atteindre leur objectif. Donc, on entend par là la planification, le soutien académique, l'animation, la régulation et la rétroaction. Donc, encadrer, en quelque sorte, c'est comprendre pourquoi est-ce que l'apprenant ne comprend pas quelque chose ou ne progresse pas, afin de l'aider, afin de venir mettre en place les éléments qui vont lui permettre d'aller plus loin. Bon, je m'excuse. On est rendu au deuxième point. Alors, on a quelqu'un qui me demande, Nancy me demande si le PowerPoint va être disponible. Oui, il n'y a pas de problème, Nancy. Le PowerPoint va être disponible. Je vais le remettre à Fadio qui pourra vous l'envoyer si vous le désirez.
Donc, quels sont les principaux défis de l'encadrement? Ça fait plaisir. Alors, je dirais, on a différentes sortes de défis. Je les ai classés selon six thèmes. On a les défis qui sont plus généraux, qui sont bons pour tous les ordres. On a les défis qui sont spécifiques au primaire, secondaire, au collégial, cégep, à l'université. J'ai mis ensemble les grands groupes et les groupes dispersés parce que les défis, des fois, se ressemblent et on a des défis qui sont liés aux attentes des apprenants. Donc, de façon générale, on a des défis qui sont spécifiques au mode qu'on choisit. Donc, si on choisit le mode synchrone, on va avoir des défis concernant la gestion de classe qui ressemble, je dirais, beaucoup à une gestion de classe en présentiel. Donc, il faut s'assurer que nos apprenants sont là, qu'ils sont en train d'écouter, d'apprendre ce qu'on a à leur enseigner, surtout quand on est devant une formation qui a une certification au bout. Là, on veut que les étudiants retirent les informations. En mode synchrone, on veut aussi faire participer les gens. Donc, même si ça peut être plus difficile, là, ça peut être pire si on est dans du multisite, mais il faut trouver des moyens pour les faire participer. Et un autre défi qu'on a dans notre mode synchrone, ce sont les problèmes techniques. D'ailleurs, ça pourrait arriver ce matin là, que le système plante. À ce moment-là, si jamais on est capable, tout le monde, de se remettre en ligne, on se remet en ligne. Mais si ce n'est pas possible, je vais m'organiser pour vous envoyer un message et décider qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on remet cette formation-là, etc. C'est un peu la même chose quand on enseigne. Donc, je dirais, il faut avoir décidé là, à l'avance qu'est-ce qu'on fait avec eux. En mode synchrone, maintenant, asynchrone, pardon, c'est fort important que, que le matériel soit très clair. Et je vous dirais, moi, j'enseigne en mode asynchrone depuis plusieurs années maintenant. Et c'est effectivement le plus grand défi, c'est le plus grand défi que je constate. Comment faire pour que les étudiants comprennent ce qui est attendu? Et puis, j'essaie de toutes sortes de façons de l'écrire le plus clairement possible, de l'écrire à différents endroits, d'enregistrer des capsules, etc. Mais reste que j'ai souvent des questions où je me dis, mon matériel, il y a encore des étudiants qui échappent là, aux consignes. Donc, il faudrait que je réussisse à clarifier encore ce matériel. C'est un travail en continu. Il faut aussi, en mode asynchrone, avoir un moyen pour maintenir le fil de la communication. Parce que sinon, ça peut arriver là, que les étudiants, finalement, délaissent parce qu'ils se sentent moins interpellés s'ils n'ont qu'à venir, par exemple, s'ils n'ont qu'à venir 5 fois pendant toute la session, s'il y a 5 blocs. Mais à un moment donné, il faut s'assurer que qu'ils gardent en tête là, que leur cours continue tout de même. Et en mode asynchrone, il faut essayer de trouver des moyens pour briser l'isolement et l'abandon. Finalement, que ceux qui se sentent un peu dépourvus, qu'on réussisse à aller les chercher et puis à les raccrocher. Et quand on est en mode hybride, eh bien, malheureusement, on a un peu de ces deux, ce sont tous ces défis qui entrent en ligne de compte. Là. Donc, ça peut être encore plus complexe. Euh, pour ce qui est des défis qui sont particuliers au primaire et au secondaire, bien, on a tout ce qui est en lien avec l'autonomie. Au primaire, il va falloir s'assurer, ce n'est pas impossible, mais il va peut-être falloir s'assurer d'avoir des personnes qui sont, je m'excuse, il y a une coquille, là, ce n'est pas autotomie, mais bien autonomie. Donc, on va avoir besoin de personnes qui sont présentes aux différents endroits pour soutenir les élèves, pour s'assurer qu'ils puissent avoir accès au matériel. Et je dirais au secondaire et au primaire également, mais la gestion de classe est très importante. Il faut vraiment, je dirais, ne pas hésiter là, à mettre en place
des façons de faire pour s'assurer que les élèves réalisent leurs tâches. Euh, Au collège, cégep, bien, là, on tombe avec des jeunes qui sont souvent occupés avec emploi. Je lisais, j'avais accès dernièrement à une étude qui disait, là, on était plus à l'université, mais quand même, je pense on peut transposer ces résultats-là au collège cégep. Et ça disait qu'une grande majorité d'entre eux, là, avaient un travail de plus de 15 heures semaine. Et on le sait que quand on dépasse là, le 10 à 15 heures semaine, ça vient jouer, là, ça a un impact négatif sur notre réussite scolaire. Et même plusieurs d'entre eux avaient un emploi à temps plein. Donc là, ça va devenir vraiment un défi comme tel là, de montrer qu'il faut qu'ils accordent toute l'importance nécessaire à leur cours. Souvent, ce sont des jeunes aussi qui veulent finir au plus vite. Donc, il faut aussi là, trouver des moyens pour démontrer toute l'importance qu'a cet apprentissage qu'elles ont à faire. Il faut aussi trouver des moyens pour déjouer l'abandon. Selon les études, le taux moyen d'abandon est d'environ 30 quand on est en formation à distance. Alors, raison de plus là, pour essayer de diminuer les défis comme la clarté des éléments, etc. Et il faut aussi assurer une certaine convivialité en mode asynchrone pour justement favoriser la motivation de ces jeunes-là. À l'université, donc, on a des défis qui sont similaires au collège et cégep. Oui, encore une fois, les étudiants sont souvent au travail. Puis aussi, parfois, ils choisissent la formation à distance parce qu'ils ont des occupations, je dirais, soit des enfants, un autre travail, oui, mais ils s'occupent, parfois, j'ai des étudiants qui doivent s'occuper et de leurs enfants et de leurs parents et ont un travail à travers ça à temps plein. Donc, ça devient pour eux complexe là, de gérer tout ça. Ce sont finalement des clientèles qui sont souvent très occupées. Il faut donc trouver des moyens pour déjouer l'abandon. Et un autre des défis, c'est que souvent nos clientèles sont diversifiées et dispersées. Encore une fois, si je donne l'exemple de la formation au baccalauréat en enseignement professionnel dans lequel j'enseigne en asynchrone, j'ai des étudiants qui proviennent de partout au Québec, de l'Abitibi à la Côte-Nord, à la Beauce, en Gaspésie, et qui proviennent aussi de profils très variés. J'en ai, le bac en enseignement professionnel, il est donné pour des futurs enseignants qui vont travailler dans des centres de formation professionnelle. Donc, j'ai des personnes, des infirmières qui sont allées jusqu'au niveau du deuxième cycle universitaire, mais j'ai également des étudiants qui sont soit en électricité et qui n'ont pas nécessairement fait de cégep, là. Donc, la distinction entre les deux, des fois, pour réussir à être assez clair pour que tout le monde comprenne et que tout le monde arrive à bon port, il faut vraiment être souple, je dirais, dans ses façons de faire et dans ses façons d'expliquer. Et quand on est à l'université, les attentes de nos étudiants sont plus grandes également, notamment dû au fait que souvent, ils payent très cher leur formation à l'université. Pour ce qui est des défis particuliers au 21e siècle, il y a une certaine, je dirais, remise en cause de la notion d'université. Je disais, les gens payent cher. On est de plus en plus dans une façon de voir l'université comme de façon comme si c'était un bien de consommation, je dirais. Donc, je paye un montant pour acquérir un savoir. Je m'attends à ce que ce savoir-là il me soit transmis d'une façon à ce que je l'acquiert. Donc, parfois, il peut y arriver que certains étudiants, la notion d'effort pour atteindre toute cette connaissance-là, parfois, semble évacuée là, chez certains étudiants. Alors, c'est important d'expliquer correctement là, et de revenir sur certains éléments avec, avec certains étudiants. Donc, et aussi,
ces dernières années, on a énormément de compétiteurs là, qui entrent en ligne de compte. De plus en plus, les universités ouvrent des campus, offrent des cours à distance et d'autres joueurs entrent en scène également comme edX ou Coursera qui viennent finalement fournir des formations de niveau universitaire. Parfois, ce sont des MOOC qui sont des formations en ligne. C'est des Massive Open Class, là. Donc, on peut s'y inscrire et on peut avoir accès à des connaissances. Si on veut avoir des badges associés, il faut parfois payer, etc. Mais c'est ça, ça fait en sorte qu'il y a énormément de compétitivité dans nos milieux. Maintenant, pour ce qui est des défis qui sont davantage associés aux grands groupes et aux apprenants dispersés, bien, je dirais qu'un des défis est de s'assurer qu'on apporte un soutien qui est rapide et qui est individualisé. Donc, quand on dit formation en ligne, parfois, et on se retrouve avec des formations où il y a 50, 75, 100 personnes d'inscrites. Alors, ça peut devenir beaucoup plus difficile d'avoir une rétroaction qui est individualisée avec chacun de nos étudiants. Il faut se trouver des moyens pour le faire, comme par exemple un forum, on va en reparler tout à l'heure, mais ça pourrait être un moyen qui est utilisé. Donc, de venir donner un forum, d'ouvrir un forum et de permettre aux gens de poser leurs questions. Un autre de ces défis est la participation de ces étudiants. Comment faire pour s'assurer qu'ils participent là, dans le cours et notamment quand on est en mode asynchrone et même en mode synchrone. Ceux qui ont participé à la formation que je donnais le mois dernier, ben ça a plus ou moins bien fonctionné cette fois-là, mais j'avais entre autres mis en place des ateliers. Donc, ça permettait à toutes les personnes qui étaient présentes de se retrouver dans un petit groupe de 3-4 personnes et de pouvoir discuter d'un sujet. Donc, à ce moment-là, ça peut être une des façons de faire pour faire participer les étudiants. Une autre façon de faire pourrait être ici de faire réaliser des sondages, de faire écrire sur des tableaux blancs, de venir poser des questions. Donc, de cette façon, on arrive à faire participer nos étudiants. Enfin, un peu la même chose pour la collaboration. Comment faire pour s'assurer qu'ils travaillent entre eux, qu'ils développent cette compétence-là. Encore une fois, on peut faire des sondages, on peut faire des activités de groupe. Pour ce qui est des attentes des apprenants, donc les apprenants dont c'est la première expérience en ligne vont parfois avoir des attentes qui sont irréalistes, je dirais. Donc, ils vont s'attendre à ce que parfois la qualité de la formation soit supérieure à ce qui est possible, que la technologie n'ait absolument aucun problème. Dans les dernières années, la technologie va beaucoup mieux. Par contre, il arrive encore, même dans le meilleur, là, même quand on a la technologie à la fine pointe, il arrive encore qu'on a des problèmes. Donc, ça peut être difficile pour les apprenants dont c'est la première expérience, dont c'est leur première expérience. Par contre, quand ce n'est pas leur première expérience, leurs attentes vont être plus précises et plus réalistes. Alors, ils vont savoir quoi faire. Encore une fois, tout dépend de la première expérience qu'ils ont eue. S'ils ont eu une merveilleuse première expérience, il est possible que leur attente soit, encore une fois, un peu teintée de celle-ci et que là, ils se disent: «Ah, comment ça se fait que cette fois-ci, j'ai pas tel élément?» Donc la dernière fois, mon enseignant faisait ça, comment ça se fait que cette fois-ci, c'est pas le cas? Alors, on va se rendre compte que parfois c'est teinté, ça peut être teinté des expériences antérieures que les étudiants ou les élèves ont eues. Puis, quand ce n'est pas leur première expérience, il va aussi falloir, comme
comme tuteur, comme personne qui encadre, avoir un certain respect de leur autonomie. Souvent, ils vont s'habituer à à ce type de formation-là et la plupart, certains, ceux qui récidivent et qui aiment ce genre de formation, souvent vont avoir, un certain niveau d'autonomie. Donc, pour la personne, pour le tuteur, ça peut être parfois un peu déroutant de se dire: j'ai aucune nouvelle, de plusieurs étudiants. Est-ce que tout va bien? Est-ce que les travaux sont faits?» et cetera. Hem, alors, j'ai Gabrielle ici qui me mentionne, que oui, effectivement, je pense que je vais vous laisser, baisser le pouce. Là, il restait quelques personnes dont le pouce était en l'air ou, la main. Donc, oui, effectivement, de cette façon, je vais savoir plus facilement s'il y a des gens qui ont des questions. Je vous laisse quelques secondes pour le faire. Je vais prendre une petite gorgée, pendant ce temps-là. Bon. Oui, est-ce que bon, c'est très bien, merci. Alors, maintenant, parfois, il faut s'attendre aussi à, oui, il faut mettre certaines limites quand on encadre, dans le sens qu'on peut pas, se mettre à être, disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine, mais il faut quand même, d'une certaine mesure, être souple dans le sens qu'il faut adapter, s'adapter au mode de vie de nos élèves ou de nos étudiants. Donc, comme je le disais tantôt, il faut apprendre à les laisser être autonomes quand ils désirent être autonomes, mais il faut également, pouvoir les encadrer quand ils le veulent. Hem, si je reviens à mon exemple au baccalauréat en enseignement professionnel, mes étudiants souvent enseignent la semaine de 8 heures à 4 heures là, dans des centres de formation professionnelle. Donc c'est sûr que pour eux, ça va être difficile là, d'avoir des rencontres avec moi qui sont téléphoniques ou en visioconférence. Alors il va falloir là, avoir une certaine souplesse de la part du tuteur pour offrir des plages horaires qui ne sont pas dans ces moments-là, qui répondent à leurs besoins. Donc, et il faut aussi, répondre rapidement et de façon très claire, à leurs questions pour pas qu'ils se sentent abandonnés, là, pas qu'ils sentent, qu'ils sont seuls dans cette formation-là. Alors, on tombe dans notre troisième partie qui est, vraiment plus étoffée, là, je dirais, dans notre formation, qui vient parler de nos bonnes pratiques d'encadrement. Donc, cette partie-là va se diviser en 3 sections. La première va aborder nos 5 phases d'encadrement. La deuxième va parler des 4 dimensions de l'encadrement et la troisième va parler de l'encadrement des encadreurs. Donc, alors, finalement, pour nos tuteurs, quel type d'encadrement devrait-on leur donner? Alors, ici, je vous présente, une certaine façon de voir cet encadrement-là. Présentement, là, il est fait dans un tableau où on aurait une session, d'environ 15 semaines. Donc sur nos 15 semaines, si on additionne ici, on pourrait voir que ça donne environ cet élément-là. Là, on pourrait ajouter quelques semaines, mais c'est pour vous donner une idée. Donc, notre première phase 1, là, qui est notre première semaine, je dirais, est une phase qui est importante, qui est cruciale là, pour donner le ton là, de notre session. Mais en fait, là, c'est ça, c'est sur 15 semaines, c'est pour une session, mais on pourrait le voir sur une année, on pourrait le voir sur 8 semaines si c'est le cas. Là, on peut l'adapter facilement. Donc, c'est important dans cette première semaine-là, comme tuteur, d'être proactif. Donc, de ne pas attendre que nos étudiants viennent à notre rencontre. C'est à nous là, d'aller à la rencontre de nos étudiants ou de nos élèves. Euh, il faut idéalement, à ce moment-là, établir un contact aussi réel que possible pour personnaliser les échanges. Alors, certains éléments peuvent être faits. On peut venir, je crois que vous l'avez vu, quand vous entrez dans VIA aujourd'hui, vous aviez ma photo.
Donc, déjà ça permet à la personne de mettre une tête là, sur la personne qui va venir donner la session, donner la formation, etc. On peut venir faire une petite vidéo qui nous présente, si on est en mode asynchrone, qui vient expliquer que le cours va commencer dans les grandes lignes sans entrer nécessairement dans le détail là, du plan de cours. Il faut, ou encore mieux, si on est capable, on peut faire une rencontre en présence. Si je regarde, tantôt je parlais du programme cours en éthique de deuxième cycle, le professeur qui est là, une semaine est sur un site, l'autre semaine est sur l'autre site. Il change comme ça de site d'une semaine à l'autre. Et 2 fois à l'intérieur du programme, dont une fois au début, tout le monde se rencontre pour finalement établir des liens. Alors, ça vient vraiment là, donner le ton. On va venir ici préciser dans cette première semaine la logistique. On va venir faciliter là, comment est-ce qu'on va faire pour faciliter les échanges entre les apprenants. Donc, ça va être important dans cette première semaine-là que les étudiants comprennent rapidement quelles sont les attentes pour le cours. Finalement, qu'est-ce qu'on s'attend tout au long de la session? Quels sont les principaux travaux? Est-ce qu'on s'attend à ce qu'ils viennent à toutes les semaines? Est-ce qu'on va venir mettre des éléments à tous les mois, etc. Faciliter les échanges entre les apprenants. Je conseille fortement de trouver un moyen pour connaître individuellement un peu chacun des apprenants. Je vous donne ici 2 façons de faire, soit d'envoyer une petite feuille que vos apprenants doivent compléter, donc qui ils sont, d'où ils proviennent, c'est quoi leur motivation pour le cours. Ça permet vraiment là, de les avoir en tête. Une autre façon de faire pourrait être de mettre en place un forum où on vient se présenter en 200 mots et moins. C'est important également de se donner un exemple. Donc, de venir expliquer qui on est, c'est quoi notre bagage, etc. Et vraiment, je vous dirais, dans mes années d'expérience, il y a une fois où j'ai oublié de le faire. Ça vient vraiment diminuer la qualité. Là. J'avais l'impression cette fois-là que j'étais moins proche de mes étudiants, donc je les connaissais moins. Puis parce que quand finalement on leur demande de remplir quelque chose, bien ils peuvent, après ça on le sait, ah, une telle, elle est spécialiste de tel domaine. Donc, on peut venir favoriser les échanges de cette façon. Dans cette première semaine, toujours, on va venir mettre l'accent sur les aspects administratifs et technologiques. Donc, c'est important de rappeler comment faire pour, si jamais ils ont à abandonner la session, où est-ce qu'ils doivent se rendre, s'ils ont des questions. Des fois, j'ai des étudiants qui m'appellent pour me parler de leur parcours. Quel cours est-ce que je devrais prendre par la suite? Mais moi, personnellement, je suis chargée de cours d'un cours. Là, je ne suis pas chargée de les aider dans leur parcours. Alors, c'est important qu'ils sachent à qui se référer, les téléphones à trouver, les courriels, etc. Et pour tous les aspects technologiques, donc un peu comme je le disais tantôt, si ça plante, qu'est-ce qu'on fait? Si la caméra pour un soir ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait, etc. Alors, dans notre deuxième phase, là ici, j'ai mis 4 semaines, mais ça pourrait être plus long, là, on pourrait dire jusqu'à la mi-session si on veut. Donc, cette phase-là est davantage une phase d'organisation. Les apprenants vont se familiariser, entre autres avec les outils, soit synchrones, soit asynchrones. Ils vont se familiariser aussi avec votre façon de faire. Il y a différentes façons de monter un cours. Donc là, ils vont vraiment ils vont se dire: «Ah OK, c'est de cette façon-là qu'on fonctionne, dans ma semaine, je dois bloquer un moment, et cetera». Ils vont faire quelques essais-erreurs. Au bout, on pourrait dire de 4 semaines, c'est vraiment, davantage cristallisé, là, les habitudes commencent à prendre place. À ce moment-là, c'est important, comme tuteur, d'être proactif, de leur rappeler des éléments qu'on juge importants et s'ils ont des questions, de répondre rapidement pour s'assurer qu'on n'en perde pas en cours de route. Donc, tout ce qui est contenu du cours, méthodologie, les exigences, évaluation, dès qu'ils ont des questions, on vient répondre rapidement.
En phase 3, après, tu sais, après là, le tiers, là, ou en tout cas, quand on sent que les aspects technologiques et tout ça, qu'il y a une certaine familiarisation qui a été faite, c'est conseillé de faire une rencontre, finalement. Une rencontre qui va être plus, ben, qui va être davantage individuelle, là, ou en petits groupes peut-être, pour permettre aux gens de poser leurs questions, pour leur permettre de, tu sais, d'être moins, de se sentir moins isolés. Euh, Ça va permettre aussi de s'assurer que tout va bien, que tout est sur des roulettes, là, que tout, on va réussir à rattraper certaines personnes là, qui auraient tendance à laisser tomber sinon. Si on le fait en équipe, ben, ça va permettre finalement, des fois entre pairs, on va mieux s'expliquer que si c'est le tuteur qui le fait avec les apprenants. Alors, ça peut être bien de le faire aussi en petits groupes. Ça peut être aussi si on voit, comme par exemple, nous avec le Moodle, on a accès, on est capable de savoir à quel moment se sont connectés les apprenants. En début de session, faire cette rencontre-là, ça aurait moins son sens, ça aurait moins sa place dans les 2 premières semaines, je dirais, parce que parfois, il y a des étudiants qui arrivent, puis la session est déjà commencée. Donc, tu sais, ça pourrait arriver qu'ils commencent le cours, puis il y aurait passé outre cette rencontre-là. Tandis que si on laisse passer quelques semaines, bien là, si on voit qu'il y a certains étudiants qui ne se sont jamais connectés ou qui se sont connectés la première journée, puis qu'après ça, ils ne sont pas revenus, de revenir les voir, puis de dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va bien, est-ce que tu es toujours intéressé à faire le cours? Mais je vous dirais que souvent, là, il y a plusieurs étudiants qui vont revenir, puis soit qui ont eu comme un petit pépin, ah, il m'est arrivé quelque chose, j'étais en réflexion, est-ce que vous seriez? Puis là, à ce moment-là, peut-être va falloir mettre en place euh, je dirais quelque chose là, pour les aider à reprendre le retard. Mais ça permet souvent de rattraper certaines personnes qui auraient tendance à laisser tomber. Puis c'est un des éléments, je dirais, moi, dans les rétroactions des étudiants, là, quand je fais ça, d'aller personnellement, tu sais, d'aller contacter ces étudiants-là, souvent dans les commentaires, ils m'écrivent je la remercie d'être venue me chercher parce que sinon, je n'aurais pas poursuivi. Bon, les 4 à 6 dernières semaines, là, finalement, le gros du reste de la session, on va être vraiment dans une phase de routine, là. Donc, habituellement, les étudiants, les élèves ont bien compris ce qu'il y avait à faire. Je dirais ça va rondement. Si on a fait un encadrement qui était bien huilé, les tuteurs vont être plus rarement sollicités, sauf avant les échéances. Avant, par exemple, je m'excuse, avant la remise d'un travail, avant un examen, avant des dates butoirs, là, ça va être important comme tuteur de vous bloquer du temps, là, de vous assurer cette fin de semaine-là. Si, par exemple, habituellement, vous n'allez pas voir nécessairement vos courriels la fin de semaine, mais que là, ils ont quelque chose à remettre là, le lundi, ben, ça va être important d'aller voir vos courriels peut-être cette fin de semaine-là, parce qu'il y en a certains qui vont avoir des questions, là. Donc, voilà. Puis, ça va être important à ce moment-là de mettre l'accent sur l'encadrement pédagogique et socio-affectif. Ce sont 2 des 4 composantes là, qu'on va voir un petit peu plus loin, mais justement, ça va être important de mettre l'aspect socio-affectif, là, de donner l'impression qu'on est en présence, même si la distance est là. Et enfin, notre dernière phase, c'est la phase finale. Finalement, c'est pour bien clôturer une rencontre, un cours, une session, etc. On va avoir un dernier contact. Idéalement, encore une fois, il serait en présence, mais parfois, c'est pas possible. Donc, on va donner la chance d'avoir un dernier contact pour bien boucler le cours. Et dans cette dernière phase-là, mais souvent, on va avoir une rétroaction qui va être faite de la part des étudiants. Donc, ils vont soit avoir à remplir là, une feuille de commentaires, etc. Puis ça va être important comme tuteur d'en prendre compte. De cette façon, ça va être possible de se réajuster pour les prochaines fois. Alors, ça fait le tour de nos 5 phases.
Je vais vous laisser quelques secondes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Soit me lever la main ou me l'écrire dans vos commentaires. Bon, alors tout semble bien allé. On poursuit. On a ici, justement, comme j'en parlais, nos 4 dimensions de l'encadrement, donc dimension administrative, technologique, pédagogique et socio-affective. On voit la prochaine partie va venir les décrire plus en profondeur. Notre dimension administrative, c'est vraiment, je dirais, ce qui concerne davantage là, de façon plus générale notre formation. Donc, puis parfois, ce n'est même pas nous, comme tuteurs, qui avons à gérer ces éléments-là. Par exemple, comment est-ce que les apprenants s'inscrivent au cours? Parfois, c'est par le registrariat, etc. Comme par exemple, ce matin, pour votre inscription, ce n'est pas moi qui gérais personnellement vos inscriptions. Mais c'est important que vous sachiez quoi faire, où aller. Par rapport à l'accueil. Donc, on doit avoir des informations sur les services qui sont offerts par l'établissement. Ici, à l'UQAR, on a le service d'aide aux étudiants. On a différents services. Donc, c'est important que les étudiants soient au courant de ça. Ces éléments-là peuvent être mentionnés sous forme de foire aux questions. Donc, ça peut être un forum où qu'on remet d'année en année et de fois en fois qu'on donne le cours pour qu'ils puissent avoir accès à ça. Il faut aussi réfléchir à savoir comment est-ce qu'on va faire pour répondre à des questions très générales, là, comme comment est-ce que je peux voir mes notes, où est-ce que j'ai accès à mon calendrier de choses que j'ai à faire, etc. Ça va être important aussi de trouver une façon pour d'expliquer finalement nos règlements, un peu comme on le ferait là, dans une classe normale. Qu'est-ce qu'on fait pour le plagiat? Qu'est-ce qu'on entend par plagiat? Et qu'est-ce qui est fait dans le cas où on en constate? Même chose pour les modalités pour passer un examen. Parfois, on va avoir des formations où les examens, les élèves ou les étudiants vont avoir à se déplacer pour les faire dans des endroits spécifiques. D'autres fois, ils vont les faire complètement en ligne sous certaines conditions. Donc, c'est important de l'expliquer dès le départ. Maintenant, pour ce qui est de la dimension technologique, ben, en mode synchrone, il va falloir trouver une façon là, pour afficher rapidement qu'est-ce qu'on fait quand ça plante. Et on va devoir trouver finalement un plan B, puis parfois même un plan C, D, E, quand c'est plus compliqué. Ça peut être facilement, on pourrait faire une liste à cocher. Bon, si ça ne fonctionne pas, voici ce que je peux faire, voici est-ce que j'ai essayé telle chose, telle chose, telle chose. Sinon, oui, j'ai essayé, ça ne fonctionne toujours pas. Donc, on en vient à la prochaine. Qu'est-ce qu'on fait, le plan B. On a parfois du soutien avec des équipes de simulation. On a parfois du soutien là, qui est là avec les équipements. Là, je parle davantage pour, par exemple, au secondaire, quelqu'un qui donnerait un cours de chimie sur 2 sites différents. Mais le prof, il n'y aurait pas nécessairement un prof sur chacun des sites, mais il y aurait un technicien qui serait là. Quelqu'un serait là sur le site qui est à distance. Donc, et qui vient aider avec le matériel, etc. Donc, c'est important, ces éléments-là doivent être considérés avant de débuter, la formation. Toujours par rapport à l'aspect technologique. En mode asynchrone, encore une fois, il faut comprendre le soutien, comment est-ce qu'on fait avec la plateforme et les outils de communication. Là, ça peut être encore une fois sous forme de forum aux questions ou de liste à cocher. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se connecter, comment utiliser les outils de communication. Là, ce matin, j'avais fait un autre petit diapo là, où on avait deux
2 diapos qui nous permettaient de savoir où aller pour poser des questions, où aller pour utiliser les outils. Il faut l'indiquer quand la plateforme ne sera pas accessible. Parfois, il y a des maintenances, etc. Donc, ça va être important de l'indiquer aux étudiants pour pas qu'ils pensent que tout à coup, il y a un problème qui est survenu. Euh, Toujours en lien avec l'aspect technologique, dans tous les cas, donc qu'on soit en synchrone ou en asynchrone, ça va être important de préciser les coordonnées de qui contacter en cas de problème, en cas d'urgence. Ici, on a avec VIA des techniciens, mais parfois avec d'autres plateformes, si on est avec Moodle, qu'on a un problème, à quel endroit les étudiants doivent-ils écrire? Donc, c'est important que ça soit clair pour eux. Et c'est important aussi de vulgariser toutes les informations technologiques là, pour que une personne qui est néophyte, autant qu'une personne qui a plus de connaissances, puisse savoir quoi faire. Maintenant, pour ce qui est de la dimension socio-affective, là, je vois le temps qui passe. Je vais terminer, je dirais, encore 2 ou 3 diapos, puis je vais vous donner une petite pause là, de 10 minutes, puis on reprendra à 10 heures. Alors, pour ce qui est de la dimension socio-affective, c'est une dimension qui est essentielle, dans le sens que il faut vraiment que nos étudiants sentent une certaine connexion dans le cours pour s'assurer qu'ils n'abandonnent pas, pour essayer de ne pas avoir ce 30% d'abandon dont je parlais tout à l'heure. Donc, quand le cours est bien monté, quand c'est facile pour eux d'avoir accès aux éléments, quand l'écrit et quand les éléments sont bien vulgarisés, on pourrait dire que 90% de ce qui reste comme encadrement va être socio-affectif. Et là, je dirais c'est 90%, mais finalement, c'est qu'on a beaucoup moins d'encadrement à faire. Donc, et là, on va avoir des apprenants qui finalement, ça, on est dans une étude de Vachon, qui disait qu'ils préfèrent finalement cette formation à distance-là, parce que parfois ils se sentaient jugés pour différentes raisons quand ils suivaient des formations en classe, et puis là, ils se retrouvent à distance et ils trouvent enfin là, une certaine aisance à suivre des formations. Puis ils disent, ben finalement, si j'avais su qu'est-ce que c'était, j'aurais commencé à faire des formations à distance avant. Puis la distance peut même, à certains moments, fidéliser certaines personnes, dans le sens que ça vous est peut-être déjà arrivé, ceux qui sont au collégial et à l'université, de donner un cours et puis à la pause, de voir des étudiants quitter avant la fin du cours. Bien, il y a Vachon mentionnait que dans la formation à distance, il y a certains de ces étudiants-là qui avaient tendance à quitter à la pause quand ils étaient en classe, qui, eux, restent au complet là, pour les formations. En mode synchrone, là aujourd'hui, c'est pas le cas. J'aurais pu demander à certaines personnes là, d'ouvrir leur caméra. Si vous êtes, par exemple, là, sur la plateforme Zoom, c'est plus facile de mettre tout le monde là, en médaillon. Là. Ça va être important quand on est en mode synchrone de venir prêter attention au langage non verbal. Là. Si on sent que la personne est en train de faire autre chose, ben, des fois, on va voir les personnes qui sont en train de faire leur vaisselle, etc. là. Mais s'ils sont devant leur écran et sont clairement en train d'être sur un autre site, eh bien, il va falloir justement là, intervenir, trouver des méthodes pour les faire participer. Euh, le, En mode synchrone, ça va aussi être important de mettre en place un climat d'échange qui va être respectueux pour que tous les étudiants ou les élèves, peu importe leur site, se sentent aussi importants là, les uns que les autres. Et on va devoir essayer de trouver des façons de faire pour que tout le monde participe finalement. Faire des travaux d'équipe même quand c'est entre sites, faire des activités qu'on appelle brise-glace. Tantôt, quand je parlais du forum où chacun devait se présenter, c'est un exemple d'activité brise-glace. Pour ce qui est du travail d'équipe entre sites,
au cégep de la Pocatière, on a une salle finalement de formation à distance. Et puis de cette salle-là, on a certaines autres petits cubicules qui sont associés. Dans ces cubicules-là, il y a tout le temps un écran où on peut avoir accès finalement à d'autres sites. Donc, c'est possible de dire, bon, ben, vous allez aller travailler en équipe. Les étudiants de la salle s'en vont dans leur cubicule deux par deux et se mettent en contact avec un ou deux élèves ou étudiants qui sont dans des sites qui sont ailleurs. Donc, il y a vraiment une possibilité de faire travailler en équipe là, toutes les personnes. Euh, En mode asynchrone, ça va être très important d'essayer de briser là, le sentiment d'isolement des personnes. Donc, comme je le disais tantôt, de faire des contacts réguliers, d'aller chercher les personnes qui semblent là, ne plus participer, puis de privilégier des rencontres téléphoniques, Skype, Zoom, donc de donner des plages horaires. N'hésitez pas à me contacter, de donner finalement un lien Zoom où ils peuvent venir, etc. Bon, je vais terminer ici pour le moment. Il est, moi j'ai 9h49, là, presque 50. Et je vais vous donner un 10 minutes, puis on va revenir à 10 heures tout le monde. Si jamais il y en a qui ont des questions, ça peut être le moment de le faire. Sinon, je vous revois à 10 heures.
Bon, bonjour tout le monde. Alors, on est reparti pour notre deuxième partie de formation. Il y a quelqu'un avant la pause, Gabriel, nous demandait si c'était possible de mettre le PowerPoint. Je ne l'avais pas coché public. Alors, ce qui est fait à présent, est-ce que vous pouvez, peut-être Gabriel, m'indiquer là, si vous êtes capable finalement d'y avoir accès? Donc, pour ce qui est, je continue avec, on était dans les 4 aspects là, qui traitent de l'encadrement des étudiants et on continue avec l'aspect socio-affectif. Donc, cette partie-là, finalement, j'en avais parlé un peu avant la pause. Pour ce qui est de la présentation des étudiants, c'est un élément qui est essentiel. Donc, soit sur un forum, soit en personne, soit d'écrire environ 200 mots. Bon, alors oui, Gabriel m'indique que c'est fait. Je dirais, là, il y a quelqu'un qui me demande comment faire pour le récupérer. Là. Vous devez sûrement avoir un endroit, peut-être avec une petite flèche par en bas pour sauvegarder le document. Je ne sais pas, peut-être que Gabriel, vous pouvez l'indiquer. Là. Si jamais mon interface n'est pas la même que la vôtre, ça va être plus facile de savoir comment faire pour le récupérer. Donc, encore une fois, quand on vient finalement demander ce genre d'exercice-là, c'est important de le modéliser, de le faire soi-même. Ça peut être de dire, dites-moi votre formation, etc. et parlez-moi d'une de vos passions. Donc, ça va permettre de rendre le tout un peu de façon ludique. D'ajouter une photo ou un petit vidéo, donc ça va permettre aussi d'augmenter le nombre d'interactions. Et on va pouvoir se faire, comme tuteur, se faire des fiches. Tantôt, je disais, quand j'avais accès justement au passé un peu de mes étudiants, ça me permettait après ça d'aller les solliciter ou de répondre de façon plus personnalisée. Quand je le sais que la personne, finalement, n'a pas eu d'expérience dans un centre de formation professionnelle, mais fait ses études dans le but plus tard de pouvoir avoir un contrat, j'aurais pas nécessairement la même rétroaction qu'un de mes étudiants que je sais qui fait ça depuis 15 ans, puis tu sais, qui a 20 années d'expérience. Donc, on va, cette façon de faire, en fait, favoriser la socialisation des apprenants va nous aider à briser l'isolement, à maintenir la motivation, à initier des rencontres et ça va aider aussi à favoriser le recours au forum. On va également, l'aspect socio-affectif va nous permettre de consolider les liens puis d'éviter que certains sites ou certains étudiants se sentent négligés. Donc, on va venir privilégier, là, je dirais, des face-à-face dans des plus petites localités. Quand tout à l'heure, je parlais du programme où le professeur devait, une fois sur deux, changer de site. C'est sûr que pour lui, c'est beaucoup plus de kilométrage, mais par contre, pour les étudiants, euh, eux, ils se sentent comme si c'était toujours leur site qui était finalement le site principal, parce qu'on finit par ne plus vraiment savoir à quel endroit est-ce que le professeur ou le chargé de cours réside. Tu sais, est-ce qu'il réside à Rimouski, à la Pocatière, à Lévis? Il s'en va une fois à l'un, une fois à l'autre. Donc, cette façon de faire-là permettait vraiment là, de faire sentir les apprenants comme finalement comme s'ils étaient sur le site principal. Et d'essayer, si possible, de faire justement, là, soit de bouger, d'aller sur les divers sites ou de faire venir les étudiants. Puis ça permet aussi finalement à ceux qui sont sur le site principal de vivre qu'est-ce que c'est de la formation à distance. Donc, ça peut leur permettre d'être plus d'être sensibilisés à ça et finalement, tu sais, peut-être de faire moins de bruit quand ils sont en classe parce qu'ils le savent maintenant que pour les sites qui sont ailleurs, c'est plus difficile.
Ça va être important comme tuteur de développer son habileté à communiquer, à questionner, à écouter activement, à donner des rétroactions et des critiques qui sont positives et constructives. Donc, et ça, finalement, c'est un peu comme tout enseignant, mais je dirais que cet élément-là est amplifié quand on est en formation à distance. Donc, c'est important d'écouter ce que nos étudiants ont à dire. Ça se peut que ça soit un dur apprentissage pour eux, là, la formation à distance. Comme je le disais tout à l'heure, quand on voit que certains ne sont pas venus consulter le site pendant quelques semaines, bien, d'aller vers eux puis de dire: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Puis là, parfois, ils vont dire: «Ah, j'ai eu, tu sais, à mon travail, j'ai eu beaucoup de travail ces derniers temps, je me questionne, qu'est-ce que je peux faire?» Donc, de trouver des solutions avec eux, ça va vraiment permettre là, de les garder avec nous. Puis je dirais, quand un tuteur a lui-même vécu cette expérience-là, ben ça permet vraiment, ça permet encore plus là, de savoir qu'est-ce qui peut être utile. Là, je me demande, OK, bon, je pensais que j'avais eu une main levée, mais non. Donc, il faut parfois, là, finalement, être proactif avec ceux qui sont à distance. On tombe maintenant dans l'aspect qui est davantage pédagogique. Donc, pour la plupart d'entre vous, là, vous avez déjà là, certaines notions en pédagogie, mais quand même, pour notre formation à distance, il y a certains éléments qu'il faut impérativement garder en tête. D'abord, pour ce qui est de la préparation, il faut prévoir des cours de reprise en cas de problème. Qu'est-ce qu'on fait si, je donne un exemple, on est au secondaire, on donne un cours de mathématiques sur toute l'année, et là, pendant une semaine, le serveur plante, donc nos élèves perdent 3-4 cours de mathématiques. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur envoie les pages à faire comme si finalement c'était un remplaçant qui était là, puis ils doivent nous montrer le travail, etc. Même chose, pardon, en cas de tempête, qu'est-ce qu'on fait? Donc, plus on va préparer d'avance, moins on va avoir de travail à faire là, plus tard. Il faut que le matériel soit accessible, soit bien structuré, soit clair. Il faut finalement que il faut, quand on est en mode asynchrone, là, essayer de s'assurer que le cours est autoportant, là, que le cours roule de lui-même. Hem, Dans notre préparation, on peut se questionner sur, quelles sont les connaissances antérieures qui sont idéales, là, pour amorcer, le cours. Donc, parfois, on peut, offrir un test, diagnostic, qui peut être sous forme de liste à cocher. Puis, si jamais on se rend compte que certains ont des lacunes, ben, on peut venir proposer, certaines lectures, certains sites à aller consulter pour, que les gens se mettent, qu'il y ait une certaine mise à niveau. Dans le plan de cours, ça va être important de préciser, ce qui est attendu pour la gestion du temps. Par exemple, si on s'attend à ce que nos étudiants fassent 3 heures par semaine, ben, ça peut être important de leur rappeler, bloquez-le quelque part là, ce 3 heures-là pour, venir, écouter des vidéos, faire des lectures et cetera. Bien, surtout là, quand on est en mode, asynchrone. Même chose si, on est en mode synchrone, préciser, que oui, c'est essentiel qu'ils soient présents. Puis si jamais ils doivent manquer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et cetera. Préciser, finalement les attentes qui sont mutuelles, là. Qu'est-ce que je m'attends de l'étudiant, mais qu'est-ce que moi, comme tuteur, je m'attends à faire? Comment est-ce que je vais répondre? Si, tu sais, c'est important, je dirais, aujourd'hui avec la technologie, les personnes vont avoir l'impression que s'ils nous écrivent à 9 heures le soir, ben, ils s'attendent à ce qu'à 9h15, on leur ait répondu. Mais parfois, ça va être important de dire: «Écoutez, là, moi, je prends mes messages habituellement, entre 7 heures le matin et 5 heures le soir, ou peu importe, là. Donc habituellement, je réponds, dans le 24 heures ouvrable où je réponds, et cetera. Alors, de cette façon, les étudiants vont savoir, est-ce que l'attente que je vis est normale? Est-ce que là, mon tuteur finalement, on a passé tout droit ou peut-être que je devrais le relancer? Puis aussi, hem
de préciser quel format et quel nom donner aux travaux. Est-ce que vous voulez qu'à chaque fois, il y ait une page titre pour vraiment vous assurer que vous reliez le travail à la bonne personne? Il y a certains, si je regarde ici à l'UQAR, on a la plateforme Moodle, les étudiants peuvent venir déposer des travaux, puis les travaux sont automatiquement, quand on fait télécharger tous les travaux sont automatiquement nommés avec le nom de l'étudiant, son sigle également. Mais si dans un autre milieu, ils sont envoyés par courriel, ben, c'est important que l'étudiant mette son nom dessus puis qu'il donne parfois le titre, un titre, si on ne veut pas que ça soit toujours Martin Gagnon 1, Martin Gagnon 2, Martin Gagnon 3. Donc, si on ne veut pas que ça soit toujours le même titre, là, avec une différence qui finalement ne veut rien dire, n'est pas significative, et qu'au bout du compte, on se mélange dans les travaux, on les perd, etc. Pour la communication, il faut finalement privilégier, là, offrir différents types de communication. On le voit ici, je vais revenir à ma diapo précédente par la suite, mais dans un sondage que Vachon a fait, les étudiants, les élèves en formation à distance utilisaient vraiment divers types de communication. Donc, ils utilisaient tous le courriel, mais certains, 25 sur 40, voulaient utiliser le téléphone. Il y en avait 14 sur 40 qui utilisaient Moodle, Caroline pour échanger. Il y en avait le corps, un peu plus du corps qui utilisait les forums. Même chose qui utilisait la visioconférence. Certains utilisaient des textos, puis Facebook était moins utilisé, mais peut-être que c'était pas nécessairement quelque chose qui était offert dans la communauté, là, dans les sujets qui ont répondu. Donc, on voit que les sujets, les étudiants utilisent vraiment plusieurs façons de communiquer et c'est important de leur offrir ces différents moyens-là pour être capable de rejoindre tout le monde. Ça peut être intéressant aussi de leur indiquer, de venir dans les courriels dire mets-moi en point de forme tes questions, puis de venir répondre directement en point de forme, parfois en utilisant une autre couleur. Donc, comme ça, on est sûr de ne pas oublier d'éléments. Parfois, pour avoir vécu là, de la formation à distance, on a 3 questions à poser. La personne nous répond, puis elle nous répond à 1 ou 2 questions sur 3. Fait que là, on le sait que le temps de tout le monde est précieux. Là, on est obligé de relancer la personne, mais en même temps, on se dit, si la personne avait répondu la première fois, ça aurait été plus efficace. Donc, de venir mettre des points de forme, puis que le tuteur vienne répondre directement après ces points-là, là, on est sûr de ne rien oublier. Puis, d'afficher les coordonnées et les façons de se rejoindre à plusieurs endroits, dans le plan de cours, le syllabus, sur le site, dans le forum. Donc, pour s'assurer que tout le monde y ait accès. Alors, celui-là, ici, on l'a déjà vu. Donc, dès le premier cours, de mettre ces plages horaires-là, tantôt je le disais, ça peut être de dire, ben moi, je réponds au courriel de telle heure à telle heure, puis de venir mettre, je dirais, peut-être un peu comme un enseignant ou un professeur viendrait mettre sur son bureau les moments où les élèves et les étudiants peuvent passer le voir s'ils ont des questions, dire, ben moi, j'ouvre mon Skype ou j'ouvre une salle Zoom tous les mardis soirs de 18 à 20 heures. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir, etc. Ça va vraiment favoriser là, les échanges avec les étudiants. C'est aussi important d'expliquer, oui, à quel moment on est disponible, mais à quel moment on ne l'est pas. Là. Donc, il faut s'assurer une qualité de vie. Il ne faut pas que ça vienne finalement nous habiter constamment. Là. Je dirais ma première expérience, j'étais continuellement en train de répondre à mes étudiants. Ça me demandait énormément de temps parce que, comme je le disais tantôt, eux, ils ont toutes sortes de, tu sais, il y en a qui travaillaient de jour, de soir, de fin de semaine, fait qu'ils m'écrivaient de jour, de soir, de fin de semaine, et j'allais voir, tu sais, à plusieurs reprises, et avec les années, je me suis rendu compte qu'il fallait là, finalement avoir un certain détachement pour avoir une qualité de vie, là. Donc, oui, d'y aller de façon ponctuelle, de façon régulière, mais de se mettre une limite. Donc, moi, finalement, le soir, à partir de telle heure, je n'y vais plus.
à moins que le lendemain matin, on ait finalement une remise de travail. Et même chose quand il y a des congés, quand c'est Pâques, etc. Là. Je le dis, j'envoie un petit message, n'oubliez pas, lundi est férié, je ne serai pas disponible. Si vous avez des questions, essayez de les poser avant. Donc, et je vous dirais que ça fonctionne très bien. Ensuite, pour ce qui est de la communication, c'est important je le disais, oui, tu sais, dans le moment où on dit qu'on est disponible, de répondre rapidement. Quand on n'a pas le temps de répondre, tu sais, quand on se rend compte que, ah là, ça va me prendre un bon 15 minutes répondre à la personne, bien, parfois juste de dire, je vais vous revenir dans 24 heures, tu sais, je vais vous revenir dans 2 jours pour cet élément-là, là, surtout si on le sait qu'on n'est pas dans l'urgence, là. Donc, ça aussi, ça va être très apprécié. Et puis, de toujours ajouter des formules qui ouvrent là, à la communication. N'hésitez pas à me contacter. Si j'ai pas été assez claire, n'hésitez pas, je suis là, on se reparle au besoin. Parfois, je l'écris par courriel parce que la personne m'a posé la question par courriel. Puis je termine en disant, n'hésitez pas à me contacter. Si je suis pas assez claire, on s'appelle, on s'en parle de vive voix. Donc, ça aussi, c'est très apprécié. Quand on est dans l'animation, donc de venir parler en appelant les gens par leur prénom, là, ça aide beaucoup. C'est un peu ce que je fais là, depuis ce matin. Je vois passer dans le clavardage certains éléments. Donc, quand je sais, tu sais, je nomme la personne pour qu'elle se sente concernée. Donc, ça va plus vite. Elle répond habituellement, là. Elle continue de répondre. Alors, ça favorise finalement le lien avec les personnes qui sont à distance. De venir aussi, quand on est en train de donner de la formation, de venir s'assurer, est-ce que tout va bien? On pose des questions, on fait des petits exercices. Aujourd'hui, je ne le fais pas, on est dans une formation qui est davantage magistrale, mais j'aurais pu décider là, de venir valider, faire des questionnaires, etc., à plusieurs moments. Ça vous aurait rendu beaucoup plus actif. D'observer le langage non verbal et de poser des questions, finalement, va venir vraiment favoriser l'animation. Dans ces façons de faire-là, oui, répondre à des sondages, mais on pourrait aussi dire, tu sais, demander de résumer, de venir dire qu'en pensez-vous, venez m'écrire un petit mot, etc. Ce que je me rends compte en synchrone, c'est que c'est beaucoup plus facile de venir dire, ben, utilisez les outils, là, puis venez m'écrire ce que vous en pensez, que de dire, tu sais, est-ce que quelqu'un peut venir prendre la parole? Habituellement, c'est beaucoup plus long là, avant que quelqu'un prenne la parole. Même parfois, il faut nommer quelqu'un, donc c'est plus difficile. De venir aussi faire des bilans, un peu comme on le ferait là, de venir revenir sur les éléments qui ont été vus dans la semaine, etc. Ça aussi, ça va venir aider et d'introduire qu'est-ce qui s'en vient, un peu comme on le ferait dans des concepts pédagogiques plus traditionnels. Pour venir aussi favoriser l'animation, on peut venir faire des tâches courtes et des tâches fréquentes, venir favoriser de la participation qui est active. Donc, soit de mettre les élèves ou les étudiants dans des salles pour qu'ils discutent, d'utiliser des travaux d'équipe comme des Google Docs où finalement chacun doit venir écrire dans un document. De faire des cas de résolution de problèmes, des simulations. On pourrait venir faire des présentations orales. Aujourd'hui, je pourrais vous faire développer, ben, pas aujourd'hui, mais si vous étiez finalement ma classe, je pourrais vous assigner chacun des sujets où vous pourriez en prendre un, puis à un certain moment, vous pourriez prendre l'animation en charge. Et là, c'est vous qui présenteriez. Faire des rallyes Internet, trouver des articles et les commenter dans des forums. Donc, il y a vraiment plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées en formation à distance pour amener de l'animation, pour rendre ça vivant. Encore une fois, on peut faire, par exemple, des travaux d'équipe. Ça peut être par les gens qui sont sur les mêmes sites ou on peut venir mélanger les sites, comme je l'expliquais un peu avec la salle qui est à la Pocatière.
On peut venir créer des groupes Facebook, pas nécessairement, et là, je ne parle pas de devenir amis avec nos étudiants, mais finalement de créer une page pour notre cours et chaque personne doit venir se connecter à cette page-là. Donc, on n'a pas comme tuteur à devenir ami avec les personnes personnellement, mais chaque personne se retrouve dans la même page. Puis là, parfois, ça peut être facilitant de faire des échanges. Puis en fait, ce que les études disent, c'est que souvent dans les cours, les étudiants vont se créer des pages Facebook où le tuteur n'est pas là. Si je regarde, je donne des cours en formation continue et c'est une cohorte qui se suit pendant 2 ans. Et cette cohorte-là a sa page Facebook, donc où les chargés de cours et les professeurs n'ont pas accès. Là. Et là, ils vont parfois poser des questions qu'ils pourraient poser sur le forum. Parfois, j'ai des questions qui m'arrivent, puis la personne me dit oh, on n'est pas capable de se répondre sur le Facebook, peux-tu nous indiquer la réponse? Donc, des fois, ils vont venir, il y a un certain travail là, qui va avoir été fait avant de venir nous poser les questions. Puis, quand on va les faire travailler en équipe, ça va être important de nommer, on va leur demander de nommer un modérateur, si on veut, là, ou une personne qui gère les tours de parole. Et on va les inciter à changer, à ce que ça ne soit pas toujours la même personne, finalement, qui soit ce modérateur-là pour s'assurer que tout le monde participe de façon équitable. Alors, maintenant, pour ce qui est des évaluations, ça va être important, d'une part, de préciser les modalités puis de rassurer les apprenants. Ça va être important aussi si, par exemple, l'évaluation, c'est que la personne doit faire une activité, une présentation orale. Ça va être important qu'on fasse pratiquer la prise de parole précédemment pour que finalement le stress lié là, à la prise de parole, est-ce que je suis correct, est-ce que mes outils sont bien, sont utilisés correctement, etc. Est-ce que je suis à l'aise de parler? Comme ça, je vous dirais, la première fois, là, il y a, je recule, disons, il y a une quinzaine d'années, où j'ai eu à prendre parole dans une formation à distance sur un site autre, là, je vous dirais, là, mon cœur s'est mis à battre là, comme si un ours était apparu dans la pièce. Donc, c'est important de le pratiquer avec les années. Je ne vis plus du tout ce malaise-là, mais c'est important que les gens le pratiquent, que les apprenants le pratiquent pour pas que ce genre de malaise soit vécu au moment de l'évaluation, hein, parce que finalement, c'est pas ça c'est pas ça principalement qu'on évalue. Dans nos formations asynchrones, quand on fait des évaluations, ça va être important d'indiquer finalement quand nos élèves ou nos étudiants ont des mauvaises réponses, comment faire, quelle est la bonne réponse et où la trouver. Et je vous dirais que ce qu'on se rend compte, c'est que la réussite va augmenter avec la qualité des rétroactions. Donc, de favoriser aussi des rétroactions qui sont formatives, ça va vraiment aider les étudiants. Je vous dirais, cette session-ci, j'offre un nouveau cours en formation à distance. Et dans le travail de session, j'ai offert aux étudiants de m'envoyer de façon formative, là, disons, la première partie de leur travail pour valider, est-ce qu'ils rejoignent vraiment les critères. Et ben, 2 constats ressortent de ça. Ce sont les étudiants là, les plus zélés, je dirais, qui ont utilisé ça. Mais même avec eux, je m'attendais à ce que le niveau soit très élevé, mais je me suis rendu compte rapidement qu'il y avait certains éléments fort importants qui avaient été comme oubliés, qui n'avaient pas mis assez d'attention. Donc, ça m'a permis pour eux de venir faire une rétroaction. Donc, leur réussite va être augmentée. Mais par la suite, j'ai pu faire une petite vidéo où finalement, j'expliquais
les endroits là, les névralgiques où les gens avaient, où les étudiants étaient passés à côté là, de cette façon-là, ben là, je peux pas m'assurer est-ce que tout le monde a écouté la vidéo ou non, mais je me dis là, on a vraiment j'ai essayé de mettre en place plusieurs éléments pour que ce travail de session-là soit réussi. Donc, on a fait une évaluation formative, hem et ensuite, j'ai fait une vidéo. Si j'avais vraiment voulu m'assurer que tout le monde, participe à cette évaluation-là formative, j'aurais pu mettre des points, non pas sur la qualité du travail, mais sur le fait est-ce qu'ils l'ont remis ou non. Donc là, si j'avais fait ça, tu sais, remettre puis des fois, c'est pas, ça n'a pas besoin d'être un nombre de points, incroyable, là, ça peut être davantage symbolique, là, un 3 un 5 de la session, si tu me remets le travail. Donc là, ça m'aurait vraiment permis d'avoir, beaucoup plus de travaux. Par contre, un des effets pervers de ça, c'est que certains en auraient peut-être davantage fait du remplissage là, que réellement, faire le travail. Au niveau, pédagogique encore, ça va être, essentiel de répéter, les échéances, tu sais, quand on le sait, comme là, la fin de session s'en vient, prochainement, je vais envoyer un petit message, là. Puis parfois, moi, avec la plateforme Moodle, j'ai la chance de voir, là, tu sais, qui a remis quoi, et cetera. Donc, tu sais, par exemple, pour un forum où les étudiants n'auraient pas répondu, parfois, je peux leur écrire personnellement. Je constate que vous n'avez pas répondu au forum, il est dû pour dans 3 jours, n'oubliez pas d'y aller. Euh, D'essayer de les contacter avec humour davantage que pour leur taper sur les doigts, là, c'est sûr que c'est mieux pris. Et de venir contacter là, ceux qui ne se sont pas branchés depuis, qui ne se sont pas connectés là, dans les dernières semaines. Donc, comme je l'ai mentionné, ça permet de ramener là, d'avoir un meilleur taux de rétention. Et là, on peut se demander quand est-ce qu'il faut finalement lâcher prise. Là. Ben, en fait, ce que la recherche de Loisy, la mémoire de Loisy mentionne, c'est qu'après 4 à 6 semaines sans retour de communication, habituellement, là, les gens, leur idée est faite, ils ont abandonné, donc là, on peut lâcher prise, je dirais. Là. Euh, Il y a certains signes qui vont nous aider à savoir qu'un apprenant va être à risque. Quand on regarde tantôt là, dans la ligne du temps, quand je disais qu'il y avait des rencontres à faire avec nos élèves, nos apprenants, donc quand les apprenants vont remettre ces rencontres-là, c'est mauvais signe. On peut se demander à ce moment-là, est-ce que c'est parce que l'apprenant, peut-être qu'il n'a rien fait encore, il ne veut pas avoir à répondre à nos questions? Ou lui, dans sa tête, il a déjà là, décroché, donc il ne voit pas l'intérêt de venir à cette rencontre-là. Quand on se rend compte que pour les travaux, il change de sujet, de méthode, il y a de la difficulté là, à s'enligner, à savoir comment travailler, ça aussi, ça devrait sonner quelques cloches. Euh, Quand l'apprenant est très résistant aux conseils et aux rétroactions qu'on lui donne. Donc, quand il va se fâcher, tout ça, ça aussi, on peut se demander parfois, tu sais, est-ce qu'il ne va pas finalement simplement décider de tout laisser tomber? Euh, et quand il va y avoir un focus plus important sur les prochaines tâches que sur ce qu'il y a à remettre, là, ça aussi, on peut, ce sont des éléments là, qu'il faut se dire, il faut peut-être qu'on ait un suivi plus serré là, avec ce genre d'apprenants-là. Donc, il ne faut pas hésiter finalement à les aider à planifier, évaluer et réguler. Donc, euh, parmi les suggestions qu'on peut faire, on peut venir faire un calendrier qu'ils peuvent imprimer finalement, où on voit vraiment les dates butoirs, là, les dates de remise, les dates d'examen, pour qu'ils l'aient en tête et qu'ils le voient facilement. Euh, Puis offrir des feuilles de route à suivre, des listes à cocher, est-ce que j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. Donc ça aussi, c'est aidant pour eux.
depuis tantôt, je parle des forums. Il y a beaucoup de littérature qui mentionne que justement, en formation à distance, l'utilisation de forums, c'est vraiment un moyen pédagogique qui est très important et qui favorise là, l'apprentissage. C'est important de bien encadrer cette participation-là. Je vous dirais, dans ma première expérience de forum, j'avais pas particulièrement donné d'éléments. J'avais un peu envoyé les étudiants et puis là, j'ai vu toutes sortes de choses là, parce que finalement, ce que les étudiants ont écrit, c'était davantage un forum, un peu comme ils voient là sur Internet. Donc, tu sais, où et le ton était pas toujours courtois, où il y avait des interventions bon, qui laissaient à désirer, et tu sais, qu'il y avait énormément de fautes d'orthographe, puis qui finalement, tu sais, les éléments qui étaient donnés n'étaient pas nécessairement de nature scientifique. Donc, j'ai vraiment resserré, quand j'ai vu ça, les critères où finalement, je leur demandais de mettre une référence à ce qu'ils disaient et je leur ai rappelé que ça fait c'est comme si c'était quelque chose qui était demandé dans le cours, l'orthographe comptait et dès la deuxième fois, là, j'ai vu vraiment une amélioration. Mais justement, pour que le forum fonctionne, heu, une des clés du succès, c'est qu'il y ait beaucoup d'animation de la part du tuteur. Donc, quand une personne vient écrire quelque chose, que le tuteur donne l'exemple, qu'il fasse des rétroactions, qu'il dise «oui, effectivement», qu'il relance. Si on ne donne pas l'obligation d'y participer, il risque d'être peu utilisé. Donc, je sais que ça, c'est moins, il y a certains qui vont moins, qui ne favoriseront pas le fait d'attribuer des points pour des forums. Par contre, encore une fois, ça peut être de façon plus symbolique et de voir ça comme une amorce à l'action, là. Donc, tu sais, parfois, là, on peut dire on met 1% pour aller utiliser le forum et ce 1% là va vraiment venir inciter les élèves ou les étudiants à venir l'utiliser. Puis aussi d'imposer les forums pour les messages non personnels, donc pour les questions, là. Parfois, on peut avoir à répondre à une question, la même question d'innombrables fois par message courriel. Donc, de dire, écoutez, votre question, dès la première fois, là, je vais la prendre, puis je vais l'amener sur le forum. Ça vient enlever vraiment plusieurs courriels qu'on va recevoir. Ça permet d'améliorer notre qualité de vie là, comme tuteur. Et idéalement, quand on se rend compte qu'il y a une question qui revient souvent, la fois suivante, on s'organise pour mieux diffuser l'information, la vulgariser, mieux la vulgariser. Nos foires aux questions, au fur et à mesure que nos apprenants posent des questions, on peut venir la bonifier, puis la copier-coller, là, la réutiliser dans nos formations suivantes. On peut aussi venir les classer là, quand on en a suffisamment par thématique, par ordre alphabétique. Ça permet vraiment là, d'avoir une meilleure, d'être plus efficace. Et ça permet aux tuteurs, finalement, de venir se concentrer sur des questions qui sont plus spécifiques, qui sont plus personnelles. Donc, et d'améliorer notre qualité de vie. Bon, on est rendu à notre dernière partie qui traite de l'encadrement des encadreurs, finalement. Donc, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Là, on est en train de faire de l'encadrement pour vous qui allez éventuellement devenir des encadreurs. Donc, cette formation-là devrait, idéalement, là, selon Vachon, être axée sur quels sont les droits et les devoirs du tuteur. Les fonctions, le degré d'intervention, donc qu'est-ce qu'il doit faire avant, pendant et après la formation. Euh, Là, je ne le fais pas aujourd'hui, on n'est pas en lien avec les conventions collectives, mais dans chacun des milieux, parce que les conventions dépendent souvent de chacun des milieux, mais les formateurs devraient finalement connaître quels sont les éléments liés avec la convention collective et la formation à distance. Il devrait y avoir de la formation qui est plus spécifique sur les plateformes
et les outils de communication qui sont utilisés. Par exemple, ici, à l'UQAR, on a VIA, on a Zoom, on a Moodle. Donc, idéalement, à l'UQAR, il devrait y avoir des formations qui sont utilisées, là, qui sont données pour que les gens qui donnent la formation à distance puissent mieux connaître ces outils-là. Dans ces formations-là, il doit y avoir finalement un équilibre entre de montrer qu'on doit avoir un équilibre entre être proactif et réactif. Donc, on peut, dans ce type d'encadrement-là, avoir de la formation initiale ou encore de la formation continue. Je suis convaincue ce matin là, si je vous fais écrire là, avec les petits X de tout à l'heure, qui a déjà eu une formation initiale et qui a déjà eu une formation qui se considère davantage ce matin comme dans une formation continue, de venir me mettre là, ici un crochet ou un X là, devant celui qui concerne son cas. Bon, alors on voit, c'est la grande majorité, vous n'en êtes pas à vos premières formations, on est davantage dans de la formation continue. Donc, vous êtes, pour la plupart, ce que je comprends, c'est qu'ils donnent déjà de la formation, puis vous cherchez des moyens pour optimiser là, vos façons de faire. Alors, c'est très positif selon moi. Et c'est tout en votre honneur. Donc, c'est important et je souhaite que dans vos milieux, vous ayez une façon d'avoir de la rétroaction. Donc, soit une évaluation que les élèves ou les étudiants remplissent. Si ce n'est pas le cas, bien, je vous suggère fortement de faire remplir une petite feuille. Quels sont les points forts de la formation que vous venez de suivre? Est-ce qu'il y a des points qui seraient, selon vous, améliorés pour finalement que vous puissiez là, bonifier vos pratiques? De venir faire un bilan avec l'employeur, que l'employeur soit attentif à ça et soit sensibilisé à ça parce que les études le démontrent. Quand un employeur qui a un leadership qui favorise une certaine vision, va favoriser l'atteinte de cette vision-là. Donc, si pour un employeur, lui, la formation à distance, c'est important, bien, il y a beaucoup plus de chances que la formation à distance fonctionne que si pour lui, c'est un peu le dernier de ses soucis et puis les gens s'arrangeront comme ils peuvent bien s'arranger, il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne moins bien. On peut aussi voir le fait comme le taux de cours qui est complété, donc le taux d'apprenants qui a complété les cours est un gage de la motivation des apprenants et est un gage finalement que la formation est satisfaisante. On peut pas, il y a toujours des éléments qui font en sorte que certains vont abandonner pour X, Y raisons qui sont hors de notre contrôle. Mais quand on a un très fort taux d'abandon, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit autrement? Les prochaines diapos vont parler d'un sondage qui a été fait sur justement certains éléments liés à la formation des encadreurs. Donc, ça a été fait dans 35 établissements, surtout universitaires et au Québec, là. Donc, est-ce qu'il y a de la formation initiale? On voit que oui et non, là, pas de façon systématique. Donc, c'est à peu près 50-50. Ce qui est un peu inquiétant selon moi. Quelle forme, quand il y en a, quelle forme ça prend? Soit du mentorat, donc on nomme une personne, c'est toi qui vas lui montrer, soit des sessions de formation en ligne, soit des sessions de formation sur place, ou soit des sessions de formation en ligne. Là, ça peut être de l'auto-formation cette fois-ci. Est-ce que, là, on a parlé de la formation initiale, est-ce qu'il y a de la formation continue? Donc, oui, il y a de la formation continue qui est offerte. Donc, il y en a plus d'ailleurs que de la formation initiale. Dans environ 60% des établissements, là,
mais il y a 82,4 qui sont intéressés là, par cette formation-là. Donc, il y a une offre qui est faite, mais il y a encore, il y a plus de gens qui disent, ben nous, on aimerait avoir de la formation. Et quel genre de formation qui est offerte? Mais là, ça peut être des réunions hebdomadaires, ça peut être des communautés de pratique, encore une fois du mentorat, ça peut être des cours, des ateliers, des colloques ou des conférences. D'ailleurs, à cet effet, je vous rappelle, je le dis à la fin, mais on approche de la fin. Il va y avoir la semaine de la formation à distance au mois de février qui finalement offre toutes sortes de formations qui sont offertes à distance, qui concernent entre autres la formation continue. Je vous invite à vous inscrire. Vous faites partie de Fadio, donc c'est gratuit. Est-ce que les tuteurs ont de la rétroaction des apprenants? Comme par exemple à la fin d'une session de cours, ils ont à remplir les points positifs, négatifs. Encore une fois, c'est partagé, c'est presque 50-50. Raison de plus, si dans votre établissement, vous n'avez pas ce genre de rétroaction-là, prenez la peine là, de le demander à vos étudiants là, pour qu'ils ou à vos élèves pour pouvoir vous modifier vos pratiques au besoin. Donner de la rétroaction aux données de l'encadrement aux tuteurs, ça a vraiment des retombées positives. Donc, c'est une façon de se motiver. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez avoir, vous allez ressortir avec quoi. Je l'espère, quelques idées pour vos pratiques. Donc, mais personnellement, moi, quand je fais des formations, je ressors souvent avec un sentiment de ah oui, on va aller faire telle chose pour améliorer les pratiques, pour que il me semble que c'est un aspect là, qui vient motiver mes façons de faire. Il y a un sondage dans Vachon, dans les questions qu'elle posait, elle demandait, entre autres, selon votre expérience, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une formation spécifique pour l'apprentissage à distance? Et la grande majorité, 85%, répondaient oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tantôt, on dit que 85% dit oui, mais pourtant, c'est environ 50% qui en reçoivent. Donc, on a quand même une part importante de personnes là, qui n'en reçoivent pas et qui devraient et aimeraient en avoir. Donc, en conclusion, je reviens là je rappelle les grands éléments qu'on a vus ce matin. On voit que l'encadrement, ça dépend de toutes sortes de contextes, du mode de cheminement, de notre ordre d'enseignement, qu'on a des défis qui sont variés selon ces contextes-là. On voit que tout encadrement peut être compris dans nos phases, là, dans nos 5 phases. On a vu qu'il y avait nos 4 dimensions, soit administratives, technologiques, socio-affectives et pédagogiques. Et en conclusion, on a vu que former les tuteurs ou encadrer les tuteurs, c'était fort important et qu'il fallait réfléchir à ces façons de faire-là. Et comme je vous disais, on a notre semaine de la FAD du 17 au 21 février. C'est possible de vous inscrire aux ateliers en allant sur le site de fadio.net. Sur ce, j'ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire. Je reste branchée pendant encore une dizaine de minutes. Et ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce matin. Au plaisir d'avoir à vous discuter avec vous là, dans d'autres occasions. Alors, je vous salue. Au revoir. Merci. Bon, pour ce qui est, Rémi, vous me demandez comment on peut avoir accès à l'enregistrement. Je ne suis pas certaine que l'enregistrement va être rendu public parce que l'enregistrement était davantage réalisé dans le but d'améliorer, là, je dirais, mes façons de faire. Mais si jamais il est mis public, vous en serez avisé.